compte qui était la livre tournoi, je crois, et on Voilà. n'échangeait pas Oui, du tout la les livres livre tournoi. Et Oui. puis par contre, il y avait les sous qui servaient, Qui étaient pour n'avaient pas de valeur, le commerce et qui circulaient voilà. beaucoup, et Ouais, ça c'est donnait juste. une période de prospérité majeure. Et l'avantage de la monnaie locale, c'est qu'elle fout pas le camp, puisque à l'extérieur, elle vaut rien. Mais c'est une force immense qu'elle ne vaille rien à l'extérieur de la communauté, parce que justement, elle ne s'en va pas, elle ne fuit pas, elle reste, et comme elle reste, on est sûr d'en avoir tout le temps. Oui. Et ce dont et qu'elle n'est jamais ni surévaluée ni sous-évaluée, elle correspond à sa région. Voilà, elle n'a pas besoin de subir des... Il peut y avoir un change avec les monnaies extérieures, parce que par exemple, les commerçants qui vont être les réceptacles les plus fréquents de cette monnaie vont se retrouver avec trop de monnaie locale, et eux, il faut qu'ils puissent changer de temps en temps avec une autre monnaie nationale, par exemple. Mais il faut qu'il y ait un contrôle d'échange. Il faut vraiment que il faut pas que la monnaie puisse être transformée librement dans une autre monnaie. Il faut pour que ça reste au niveau local. Mais ça ajoute beaucoup de complexité quand aujourd'hui on a des flux commerciaux qui sont gigantesques. On n'arrivera pas aujourd'hui à se débarrasser des monnaies nationales, voire supranationales. Alors c'est là où on va venir sur l'euro, parce qu'il faut qu'on règle une fois pour toutes notre discussion sur faut-il que la France sorte de l'Union européenne, faut-il revenir au franc français, parce que là je crois qu'on a de quoi discuter. Mais pour moi, le vrai enjeu, c'est de récupérer la souveraineté alors sur la monnaie nationale, puisque tu dis que la monnaie c'est central, et ça c'est la monnaie nationale sur laquelle il faut récupérer la souveraineté populaire. Les monnaies locales, moi je veux bien, mais j'arrive pas à m'enthousiasmer pour les monnaies locales, parce que l'enjeu il reste tellement micro-local que quand Monsieur Lieter justement il dit il faut que chaque immeuble crée sa monnaie locale, chaque individu crée sa monnaie locale. Moi je veux bien, mais ça fait d'accord, tu admets quand même que c'est un peu trop. C'est peut-être. Alors, mon enthousiasme arrive très vite à des limites, parce que je me dis oui, mais qu'est-ce qu'on a vraiment acquis, puisque le franc, l'euro va continuer à exister, le franc suisse va continuer à exister, et ces monnaies-là ne sont pas. On n'a pas le contrôle dessus aujourd'hui, et les autorités ne veulent pas qu'il y ait de concurrence avec ces monnaies, au point que les États-Unis et les autres banques centrales ont maintenant adopté une doctrine résolument anti-or. Elles attaquent l'or dans sa signification qui est millénaire, et toutes les banques centrales répètent en chœur que l'or, en fait, c'est nous qui lui avons attribué une valeur, mais qu'en fait, ça vaut rien, l'or, que ça coûte de l'argent quand on l'entrepose, parce qu'il faut payer des taxes de dépôt, quoi. Et puis, en fait, ça nous sert à rien en cas de désastre mondial. L'or, il va pas nous acheter du pain. Moi, je dis que si l'or, il va nous acheter, tout le monde va considérer qu'il renferme une valeur intrinsèque. Mais de nouveau, là, c'est vraiment les libéraux purs, ils sont pour l'étalon or, ils sont pour la valeur de gage que l'or représente, et ils sont contre les réserves de papier qui sont maintenant sur les bilans des banques centrales. Et puis les étatistes ou ils vont tendre à dire non, il faut de la monnaie papier qui va elle-même remplir toutes les fonctions et qui est fiable, et nous on décide qu'elle est fiable et qu'elle est digne de confiance, alors qu'elle l'est plus depuis longtemps. Il n'y a plus de monnaie de référence aujourd'hui. Toutes les monnaies sont engagées dans des guerres de dévaluation l'une contre l'autre, et donc il n'y a plus de monnaie forte. C'est la fin des monnaies fortes, et on est encore à entendre des discours des banques centrales qui attaquent l'or dans sa valeur de gage, parce que tous les gouvernements, ils veulent pas de concurrence. Ils veulent que leur monnaie, elle reste la seule alternative possible. Chaque fois qu'on essaye de regarder ailleurs, on nous dit non, c'est la monnaie, c'est l'euro, c'est le dollar, c'est le yen, quoi que vous fassiez. Même si on le dévalue de 100%, c'est ça que vous aurez et rien d'autre. Et donc c'est vrai que la recherche d'alternatives, elle est bien, mais la récupération de souveraineté sur ces monnaies, c'est peut-être encore mieux, non? Ou qu'est-ce que tu en penses? Oui, tout à fait. Mais en fait, on pourrait récupérer la souveraineté au niveau local et national. C'est-à-dire que c'est pas exclusif. À mon avis, on a besoin des deux. Donne-moi encore une chance sur les monnaies locales, s'il te plaît. Je vais juste te résumer la façon dont j'ai lu l'expérience de Worgl ou de Schwannenkirchen, et qui me donne de l'énergie pour réfléchir à cette question. C'est après la crise de 29, donc ce sont des petites communes autrichiennes qui crèvent la dalle, comme tout le monde en Europe. Il y a 60% de chômage, il n'y a plus d'activité, les commerçants crèvent de faim, ils ne vendent plus rien, il n'y a plus de monnaie. Voilà, il y a juste plus de monnaie, il n'y a plus d'argent. Et dans ces petites communes, un maire décide, a le culot de décider de créer de la monnaie, de créer des bouts de papier avec lesquels il paye l'instituteur, le cantonnier, le gendarme, les services publics. Il les paye avec cette monnaie qu'il crée. Et
il accepte, c'est important pour que ça marche, il accepte les impôts avec cette monnaie-là. Au début, les commerçants ne marchent pas tous. Il y en a une partie qui marche, qui disent OK. Il y en a une autre qui disent non, on ne veut pas de votre monnaie de singe. On joue pas le jeu. Et ceux qui jouent le jeu très vite voient les gens arriver, puisque les cantonniers, les instituteurs, tous les agents publics qui ont été payés débarquent. Et puis le cycle de l'extinction des dettes par la monnaie reprend aussitôt. Et les commerçants qui s'aperçoivent que leurs concurrents sont en train de refaire des affaires se remettent à jouer le jeu aussi. Et c'est pas des mois qu'il faut, c'est quelques semaines pour que le chômage disparaisse, Mirette. Alors, des semaines pour que le chômage disparaisse. Ces gens, ils travaillent dans des entreprises ou je sais pas, où ils sont fonctionnaires, ou on les paye dans quelle monnaie leur salaire? Les fonctionnaires, on les paye avec la monnaie locale, en l'occurrence. Et ceux qui sont dans des entreprises lambda, ils sont payés aussi dans cette monnaie? Pas encore, pas au début. Parce que au début, si tu veux, pour relancer l'activité, si tu veux, cette monnaie qui circule, cette monnaie qui est payée dans les poches des fonctionnaires. Les fonctionnaires ensuite la dépensent. Oui. Le fonctionnaire qui a reçu ça, il le dépense pour payer, pour acheter les différents biens des différents chez les différents commerçants. En circuit fermé, ça fonctionne parce que tout le monde l'accepte de plus en plus. Mais l'État fédéral, par exemple, si la commune elle doit payer des impôts à l'État fédéral, il l'accepte déjà plus. Donc on doit rester la monnaie locale règle les problèmes locaux. Voilà. Absolument. C'est ça. Il faudra qu'il y ait un change avec la monnaie du niveau supérieur, mais c'est déjà bien d'assurer. À condition que l'État central il décide pas de l'invalider et de la rendre illégale, parce que le Bitcoin typiquement, on a toujours peur aujourd'hui. Il y a plein de gens qui osent s'aventurer dans le Bitcoin, mais depuis quelque temps ça s'est un peu ralenti. Ça augmente pas beaucoup parce que les gens ils osent pas s'aventurer dans un no man's land monétaire que tout d'un coup, un État ou plusieurs États pourraient invalider. Ils pourraient décider que c'est hors la loi, qu'ils vont arriver avec la cavalerie. Oui, tout à fait. Bon, c'est qui a mis de l'argent là-dedans? Parce que nous, ces expériences-là, on les ramasse, on les saisit. Ces expériences-là prennent fin la plupart du temps. Alors quelquefois c'est parce qu'ils en créent trop et donc ça fait de l'hyperinflation, la monnaie vaut plus rien. Donc ça évidemment il faut. Mais l'intérêt des monnaies locales c'est que ça permet une éducation populaire où nous apprenons que c'est facile de créer de l'argent mais il faut pas en créer trop. Donc ça devient c'est une école citoyenne de réflexion. Bien sûr. Et là moi justement tu dis ça. Et quand elles échouent c'est surtout parce que les banques les interdisent, les banques centrales les interdisent. Et c'est pas du tout non nécessaire. C'est non nécessaire. C'est pas du tout une fatalité. C'est juste une crapulerie des banques centrales. C'est ça. Donc il y a ce risque politique. Et puis après, il faut que ceux qui s'occupent au niveau local, primer ces billets, ils soient eux-mêmes intègres. Qu'ils en surimpriment pas, ils ne dévoient pas cette monnaie. Il ne faut pas qu'on ait à l'échelle micro-locale les mêmes travers qu'à l'échelle de la vraie banque centrale qui en imprime trop et qui en photocopie et ça devient du papier Monopoly parce que à petite échelle ça peut aussi arriver. Il y a le problème d'intégrité au niveau d'un État, il y a le problème d'intégrité au niveau de la communauté, puis après au niveau de l'individu. Et donc pour moi ça disparaît pas ce risque-là de créer de l'inflation en abusant de cette monnaie. Ça disparaît pas, mais il me semble que les citoyens qui ont, dans chacune des villes de France, ou de chacune des villes sur Terre d'ailleurs, parce que ça existe partout, les expériences de monnaie locale, mais les citoyens qui ont bossé sur la question sont tous sensibilisés au risque d'hyperinflation, et le résultat pédagogique des monnaies locales, c'est de faire monter le niveau d'exigence monétaire des citoyens qui savent très bien qu'il ne faut pas en créer trop. Voilà. Donc à mon avis, le risque, il existe moins dans les zones géographiques où on a travaillé sur la monnaie locale. Où on est peut-être plus contrôlé et plus discipliné en fait. Peut-être on peut dire un mot de la monnaie scripturale, c'est-à-dire de ce qui est en train de prendre toute la place là, dans la finance de l'ombre et dans les banques. C'est ça. C'est la monnaie dette. Voilà, parce que vous avez ici en Suisse un truc formidable plusieurs choses formidables qui sont en train de se passer et dont on devrait s'inspirer nous en France. Il y a d'abord une initiative qui s'appelle Monnaie pleine. Monnaie pleine qui sera votée l'année prochaine, je crois. Voilà, je ne sais pas où en est le débat. Peut-être qu'on pourra. On va peut-être échanger avec nos collègues dans la salle qui pourront peut-être nous. Je pense qu'il y a même certains qui sont assez actifs pour défendre Monnaie pleine. Alors Monnaie pleine, si j'ai bien compris, c'est une requête. Enfin, c'est un référendum, c'est un projet. On va poser la question. Un référendum, une initiative populaire. Nous, on appelle ça référendum d'initiative populaire. Nous, on en rêve, vous l'avez. Ici, il faut récolter plus de 100 000 signatures, donc ça c'est fait. Ils ont réussi. Et donc, qui propose de demander au peuple, est-ce que vous êtes d'accord pour imposer pour que la banque centrale suisse interdise aux banques commerciales de créer la monnaie. Maintenant, ça suffit de créer ces soi-disant francs suisses qui n'en sont pas, qui ne sont que des promesses de francs suisses, mais qui sont pas des francs suisses. La Constitution suisse disant très clairement que
la Banque centrale est la seule à pouvoir créer des francs suisses. Exactement, ouais, c'est ça l'idée principale. Et que donc, si les banques veulent pouvoir créer de la monnaie, si les banques veulent pouvoir prêter de la monnaie, il faut qu'elles se la procurent d'abord. Comme si toutes les banques deviendraient donc des établissements financiers. Oui. Donc peut-être on pourrait parler un peu de ça. Et puis la deuxième chose, c'est qu'il y a des insolents, des impénitents, des irrévérencieux qui se sont glissés dans le conseil, dans l'assemblée des actionnaires de votre banque centrale. Oui, oui. Il s'appelle AAA+. Voilà. Assemblée des actionnaires actifs positifs. Les voilà, je les vois, ils sont au premier rang. Et ils sont gonflés, ceux-là. Ils sont en train d'interpeller. Alors parce que les gens là, dans les banques là, c'est des gens qui sont tous cravatés, en cénacle entre eux, jamais enquiquinés par des importuns. Oui, les assemblées générales, je pense, de la BNS jusqu'ici ont été parfaitement ennuyeuses. Ils se frottent pas au peuple jamais d'habitude. Passé d'incident. Et là, ils ont des trublions qui débarquent et qui leur disent mais là, il y a un conflit d'intérêts. Mais là, votre bilan, il est pas juste. Et là, mais là, vous avez pas payé d'impôts. Et là, normalement, si vous avez fait un bénéfice, il y a pas normalement sur la création monétaire, il y a un bénéfice. Et pourquoi il apparaît nulle part dans vos comptes? Parce que normalement, il devrait apparaître, et s'il apparaît, vous devriez le reverser à tous les cantons. Et ils leur demandent des comptes aussi sur leurs investissements, parce qu'ils leur demandent aussi d'être plus transparents sur leurs investissements, parce que la Banque nationale, elle investit beaucoup en actions américaines, notamment à travers BlackRock, et puis tout d'un coup, elle est beaucoup... BlackRock, c'est américain, ça? Américain, oui. Et quel rapport avec la banque? C'est un fonds de gestion auquel la Banque nationale a confié une partie des mandats de gestion, parce qu'elle se comporte comme un fonds souverain. Oui, un fonds. La Banque centrale suisse a confié à une entreprise américaine? Oui. Une partie de son portefeuille. Une partie de son portefeuille, parce qu'elle a plusieurs gestionnaires, et elle est comme un fonds souverain. Par exemple, le fonds souverain de Dubaï ils ont tous des gestionnaires partout dans le monde, et BlackRock et ces grandes firmes, elles sont gestionnaires pour plein de fonds souverains de plein de pays. Mais bref, il se trouve que la Banque nationale suisse a investi énormément, par exemple, dans le secteur du pétrole et gaz de schiste américain, sans qu'on sache pourquoi. Elle a investi dans même des micro-entreprises du gaz de schiste américain. Puis on se dit, mais pourquoi? Comment ça se fait? Et puis on va leur demander, moi je suis pas dans ce comité, mais pour bilan, je suis allée demander à la BNS, mais pourquoi vous avez tellement surinvesti ce secteur, même les plus petites boîtes, et qui sont surendettées et qui ont même fait faillite, et ce secteur a perdu beaucoup d'argent, et vous avez perdu de l'argent là-dedans. Pourquoi? J'ai pas vraiment eu de réponse. Donc là-dessus, vraiment, moi je pense que leur initiative, elle est intéressante de dire il faut être plus transparent sur les investissements que fait la BNS. Parfois, elle est surpondérée en actions américaines, parfois elle est surpondérée dans Apple ou dans un titre comme ça, on sait pas trop pourquoi. Il y a des sites comme Zero Hedge qui tout d'un coup vont dire ça, on comprend pas très bien. Mais en fait, en Suisse, il y a aucune information qui sort. C'est aux États-Unis que le Trésor il publie les plus gros investisseurs dans les actions américaines, et que c'est comme ça qu'on voit que la Banque nationale, elle figure dedans, mais on n'a pas assez de transparence du côté suisse. Ça, c'est sûr. Après, il y a eu aussi des investissements par la Banque nationale dans l'armement, et puis là aussi, il y a eu des critiques. Parfois, la BNS en tient compte, mais le plus souvent, elle dit, c'est nous qui réglons nos décisions d'investissement. Ça nous appartient. On n'a pas trop à tout divulguer, etc. Qui sont les propriétaires de la Banque centrale? C'est des actionnaires, mais c'est des simples citoyens? Elle est cotée en bourse, alors on peut détenir les actions de la Banque mais comment, cotée nationale, en bourse? Mais il y a la banque, mais les cantons et les communes. Les cantons, les communes qui sont propriétaires de la Banque centrale, ça je peux comprendre. Mais il y a un flottant, ça veut dire des actions qui sont aussi comptées. Il y a une partie. Et que toi, tu peux acheter les actions. Les étrangers peuvent acheter les actions de la Banque centrale? Ça devient totalement délirant. C'est vrai que dit comme ça, tout d'un coup, oui. C'est vrai que c'est pas des institutions qui sont vraiment publiques et nationales. D'ailleurs, pourquoi ce choix a été fait que les banques centrales soient en main très souvent privées, comme la Réserve fédérale américaine aussi. Elle n'a jamais été en main publique. Non, mais je pensais qu'en Suisse, c'était différent. Et c'est là où, au niveau gouvernance, c'est pas clair, parce que on sait très bien que, surtout à l'époque d'Alan Greenspan, ils avaient publié que c'était le gouverneur de la Banque centrale américaine dans les années jusqu'à 2007, je crois. Depuis la fin des années 80 jusqu'à 2007 peut-être, mais en tout cas il a eu énormément de contacts avec la Maison Blanche, et le Wall Street Journal avait montré toutes les visites qu'il avait fait, qui étaient supérieures à tous les autres banquiers centraux précédents, et donc il y a vraiment des concertations, mais en même temps on peut pas dire que ce soit des institutions publiques, donc la gouvernance elle est pas claire. Et aujourd'hui c'est vrai que justement je reviens à la Banque centrale européenne par exemple.
Je pense que toi, tu défends jusqu'à ce jour le fait pour la France de sortir de l'Union européenne et de récupérer le franc français. Alors j'aimerais t'entendre là-dessus parce que est-ce que ça apporte un mieux? Moi j'aimerais qu'on soit réaliste par rapport à ça. Je veux dire, qu'est-ce que vous voulez faire en sortant? D'ailleurs, Marine Le Pen, elle a ce programme, mais je crois que Mélenchon, il n'est pas contre non plus. Hein. Il veut vraiment donner un ultimatum et dire nous aussi, on n'a pas notre voix sur la politique monétaire. Nous, on sort et puis on sort de l'Union européenne, on sort de la Banque centrale et de l'euro. Qu'est-ce que vous voulez obtenir par cette voie-là, vraiment? Alors là, normalement, si je parle là-dessus, j'en ai pour 8 heures, donc il faut que je résume. Oui, je sais. Moi aussi, d'ailleurs, mais je ne pouvais pas m'empêcher de te dire, mais bon, toi, tu parles des monnaies locales, tu estimes que ça fait récupérer, parfois ça peut même recréer une économie qui est morte, ça peut la faire renaître de ses cendres, mais il y a aussi ce discours que tu as eu depuis des années sur il faut sortir de l'Union européenne et retrouver une monnaie nationale, peut-être le franc français ou quelque chose d'autre, je ne sais pas, mais qu'est-ce que tu veux atteindre avec ça? Alors, il me semble que la souveraineté politique dépend de la souveraineté monétaire et pas l'inverse. C'est-à-dire que si tu prétends avoir la souveraineté politique et que tu as laissé la souveraineté monétaire à un acteur privé qui va décider ou pas de te donner l'argent pour financer tes projets, tu pourras pas décider de tes projets. Tu vas dépendre du bon vouloir de celui qui a gardé le contrôle de la monnaie. Donc on ne peut pas prétendre être le souverain si on ne contrôle pas, contrôler au sens complet, sa monnaie. Donc il faut être capable de créer sa monnaie quand on en manque et de détruire sa monnaie quand on en a trop. Oui, mais nous, en Suisse, on n'a pas plus de pouvoir sur la Banque nationale que vous en auriez sur la Banque de France. Est-ce que vous auriez vraiment du pouvoir sur la Banque de France en tant que citoyen? Pour l'instant, non, mais la Banque de France a été créée par Napoléon, c'est une banque privée qui a été créée par... D'ailleurs, il y avait des financiers suisses, hein, il y avait Pergaud, il y avait des financiers suisses qui ont fait créer, qui ont poussé Napoléon pour qu'il crée la Banque de France. Il faut regarder les conférences de Guillemin, c'est la série sur Napoléon qui est une merveille. C'est vraiment, on s'en lasse pas, j'ai dû regarder ça une dizaine de fois. Et là, c'est la numéro 6 qui est dans la 6e conférence de Guillemin sur Napoléon, qui explique la création de la Banque de France. Donc la Banque de France a très longtemps été privée. Et donc on peut pas la prendre comme exemple de ce qui se passerait si on sortait de l'Union européenne et de la Banque centrale européenne. Mais ce qui est certain, c'est que la Banque centrale européenne, la façon dont elle a été conçue dans les institutions européennes est une dépossession politique absolue. Les institutions européennes prévoient que cette banque est indépendante. C'est-à-dire que vous pouvez voter à gauche, à droite, à l'extrême gauche, on s'en fout complètement. De toute façon, elle n'a pas de compte à rendre. Elle n'est même pas obligée de recevoir les parlementaires. Les gens que vous élisez ne peuvent pas forcer un entretien. C'est-à-dire que... Ça veut dire qu'une sortie du système de l'euro, ça passe forcément par une institution qui va contrôler le franc français nouveau, qui va être une institution publique cette fois. Évidemment. Et attends, parce que la tenaille européenne, elle ne vient pas que de l'indépendance de la banque. Elle vient aussi de sa mission. C'est-à-dire que dans les mêmes textes est instituée la mission unique. Ils disent prioritaire. C'est-à-dire que c'est la lutte contre l'inflation. Or, si quand on lutte contre l'inflation, on le paye en chômage, quand on dit la mission centrale, prioritaire, principale de la Banque centrale européenne, c'est la lutte contre l'inflation, en fait, on est en train de dire la mission de la Banque centrale, c'est l'augmentation du chômage. Alors c'est sûr que ce serait moins vendeur de dire ça, mais c'est ça que ça dit, sans dire, c'est complètement. Et donc, alors si tu veux le mettre dans la Constitution, parce que c'est dans la Constitution européenne, ça s'est mis dans un texte qui nous est complètement inaccessible. Modifier les institutions européennes, ça se fait à la triple unanimité. Il faut réunir 3 fois l'unanimité des 28 pays, enfin 27, s'il n'y a plus la. C'est clairement plus à la portée des citoyens nationaux. C'est inaccessible, c'est-à-dire qu'on ne peut plus y toucher. Et donc monter la politique monétaire chômagène. Oui. Le chômage étant un outil de domination. Le chômage, c'est un outil de chantage. Avec le chômage, les patrons se garantissent un niveau bas de salaire, comme je disais tout à l'heure, parce qu'avec un bon chômage, on terrorise les salariés qui ont peur de perdre leur boulot et qui donc ne réclament pas des salaires, acceptent que les salaires restent à l'identique alors que les prix montent, donc ce qui veut dire une baisse de pouvoir d'achat. Bon, en ce moment, l'inflation en Europe, elle est très très faible encore. Ils n'ont pas réussi à la ramener. La Banque centrale européenne n'a pas ramené de l'inflation aujourd'hui. Aujourd'hui, on est d'accord qu'il n'y a pas d'inflation. Oui, mais et ça se paye avec un chômage de masse. Chez nous, on est à 20% de chômeurs. Oui. Donc on ne peut pas en sortir. C'est-à-dire que la Banque centrale européenne, n'ayant pas comme mission le plein emploi,
Oui. Elle nous condamne au chômage. Et ça fonctionne. Donc le truc fonctionne. Il ne faut pas dire qu'il est en panne. Mais je crois que la Banque centrale européenne, comme elle copie tout ce que fait la Banque centrale américaine, elle a récemment introduit aussi la mission de relancer l'économie, puisque c'est ce qu'elle essaye de faire. Ouais, ça, c'est parce qu'il voit aucun autre gouvernement de l'Union, les gouvernements nationaux ne le font pas. Donc il n'y a que Mario Draghi, en gros, qui le fait, qui essaye. Il le fait juste parce qu'il sent que bientôt, on va le mettre sa tête au bout d'une pique. C'est-à-dire qu'il y a un moment où ils se disent, là, notre vie est en danger, on va quand même lâcher un peu de l'Est. Ils nous parlent d'hélicoptère monnaie, ils nous parlent de... Ouais, ok. Il veut endetter au maximum les populations. N'oublie pas que dans les institutions restent... Pour l'instant, les institutions européennes, vous n'y êtes pas, il ne faut pas y entrer dans l'Union européenne. Hein. Non, mais j'ai quelque chose à dire là-dessus après, parce que je vais voir si mes collègues sont d'accord avec moi, mais il ne faut pas... Tu as compris sur le... Oui. J'ai 10 arguments contre l'Union européenne. 10 arguments. Oh là là. Massu, il suffit d'un comme ça. Non, mais j'ai pas besoin. D'accord, alors. Parlons simplement de la politique monétaire. Simplement, ce fait-là, le fait que l'Union européenne nous condamne au chômage de masse, mais bon sang, le fait que ça nous condamne au chômage de masse, mais il faut se barrer vite. Enfin, d'accord. Voilà, ça alors, suffit. Est-ce qu'on peut faire le scénario de la France qui sort de l'Union européenne, qui récupère le franc français? Déjà, le moment de la sortie, le moment lui-même, parce que tout est très complexe en économie, et ça, je pense que Marine Le Pen, si elle est élue, elle va le réaliser, ou même Jean-Luc Mélenchon, qui est sera moins probablement au deuxième tour quand même. Hein. Mais je veux dire, quand ils vont vraiment s'y mettre à entamer la sortie, c'est pas comme l'Angleterre. Eux, ils doivent aussi sortir de la monnaie. Les Français vont devoir aussi sortir de la monnaie. Déjà, au moment où les rumeurs vont venir que un candidat qui va être élu et qui est pro-sortie de l'Union européenne va être élu, probablement, il y aura déjà des retraits massifs de capitaux qui vont commencer. Donc, si la France veut les éviter, elle doit instaurer un contrôle d'échange, contrôle des capitaux. Évidemment. Voilà. Alors, elle doit faire comme la Chine, elle doit mettre un contrôle des capitaux en place. Mais comment comme la Chine, mais comme la France, il y a 40 ans. Enfin, tous les pays ont un contrôle d'échange. Enfin, tous les pays dignes de ce nom. Ceux qui n'ont pas de contrôle d'échange, c'est les pays suicidaires, enfin, ou gouvernés par des traîtres. Exactement. Immédiatement, il y a aussi des fonds spéculatifs qui vont spéculer sur une dévaluation phénoménale, puisque c'est le but. Mais notre monnaie, elle n'est plus à vendre. Non, le problème, c'est que les monnaies soient à vendre. Comment ce serait une monnaie qui serait pas... il y aura des titres cotés en francs français sur le marché des capitaux, ou bien il n'y aura plus de marché des capitaux. Parce qu'il faut renoncer au marché des capitaux à ce moment-là. Oui, enfin, si quoi que ce soit en francs français est coté, il va être abattu par les spéculateurs qui vont tout de suite parier sur la dévaluation et vont tous faire le même pari, et ça va être... ça va être le trade du siècle. Là, je veux pas être trop financière dans le sujet, mais c'est vrai que c'est un facteur qui est immense quand même dans l'affaire. Là, il y a une situation où un George Soros va dire, ouais, je vais de nouveau pouvoir faire le grand coup que j'ai fait avec la Banque d'Angleterre en 92, là. Je vais pouvoir refaire un coup sur le franc français aujourd'hui. Je vais le parier à la baisse, je vais mettre 10 milliards sur la baisse du franc français. Mais Mirette, il va y aller tout de suite. Je te renvoie à la question, Mirette. Est-ce que ça te paraît normal que la monnaie se vende et s'achète comme une marchandise? Ah ben non. La monnaie, que je te rappelle, je disais tout à l'heure, qui est notre fluide vital. C'est-à-dire que si notre monnaie, notre très précieuse monnaie, c'est-à-dire c'est l'objet dont nous avons vitalement besoin parce que nous ne sommes plus capables de vivre sans les autres. Donc nous avons besoin des autres, donc on a besoin de monnaie. Ça devrait être une marchandise sur les marchés des capitaux. C'est invraisemblable d'avoir mis ça comme une marchandise, d'avoir laissé vendre comme des tapis notre monnaie. C'est une connerie sans nom, enfin une trahison sans nom. Voilà. C'est une félonie, non? Donc ça veut dire qu'il faut vraiment retirer la dette française du marché des capitaux et aller jusqu'au bout. Non, la dette, mais en plus, la dette c'est une autre félonie, une autre trahison. C'est par à la dette qu'on spécule sur la monnaie. Mais la dette, Mirette, un État digne de ce nom n'emprunte pas la monnaie dont il a besoin. Il la crée. Oui. Un État digne de ce nom. L'idée de dette publique, c'est un oxymore. C'est un signe de trahison. Nous ne sommes endettés que parce que nos représentants, enfin soi-disant représentants, qui sont les représentants des riches, élus par les bouquins, ont chez nous, c'est à partir de 74. Les premiers budgets en déséquilibre, c'est 74. C'est Giscard d'Estaing, sous Pompidou. Et donc le fait de voter des budgets en déséquilibre chaque année pendant 40 ans a créé un truc invraisemblable qui s'appelle la dette publique. Voilà. Parce que en même temps qu'ils ont fait ça, ils se sont interdits avant. Ils se sont interdits intellectuellement, avant de se l'interdire légalement, avant de se l'interdire constitutionnellement dans les institutions européennes. Article 104 de Maastricht, 123 de Lisbonne, l'État ne peut plus emprunter auprès de sa banque centrale, il doit emprunter auprès des marchés financiers. Cette saloperie-là, ce 123 de Lisbonne, le diable a un nom, 123. 123 de Lisbonne, plus les budgets en déséquilibre, l'État a besoin d'argent et il peut pas créer l'argent, il doit l'emprunter au marché financier. Nos représentants de gauche, entre guillemets, ils sont tous de droite dure, ou de droite, clairement de droite, tous nos représentants ont voté des budgets en déséquilibre, donc ont fabriqué de toutes pièces
la négation de l'État souverain, la négation de la nation. C'est ça. Et donc, mais la dette, on s'en Alors, le contrefout gouvernement si aura nous devenons besoin de souverains. capitaux, de dettes. Il va l'emprunter auprès de qui? Mais on va pas l'emprunter, on va le créer, Mirette. On va le créer. Qui va le détenir alors? Est-ce que je peux, je décris j'ai commencé à faire un schéma, mais c'est pas encore clair. Je voudrais, je vais essayer de te le décrire. Et puis, tu vas me dire, mais ça finira en schéma, ce truc-là. D'accord. Pour l'instant, ce n'est plus l'État qui crée la monnaie. L'État crée, tu sais, 10% de la monnaie. Le plus gros de la monnaie, enfin des signes monétaires que nous échangeons, c'est la monnaie scripturale. C'est de la monnaie qui apparaît à l'occasion des crédits. Quand une banque prête de l'argent, elle ne l'a pas. Elle écrit à droite de son bilan, je dois 100 000 à cette personne à qui je suis en train de prêter. Donc elle crée de la monnaie. Et de l'autre côté, elle dit, ben lui me doit 100 000, la même somme, plus tard. Je lui dois tout de suite, c'est la monnaie. Et en contrepartie, la contrepartie de la monnaie est à l'actif. Lui, il me les doit plus tard. Et puis, donc la monnaie apparaît quand il prête, quand les banques commerciales prêtent, et la monnaie disparaît quand les banques, quand on rembourse les banques commerciales. Et donc ça c'est partout sur Terre, je crois. Hein, vraiment. Donc 90% de la masse monétaire, presque toute la masse monétaire, et ces salauds essayent de faire que ce soit 100%, ils essayent de se débarrasser de la monnaie, la vraie monnaie, la monnaie banque centrale, les billets et les pièces. Donc presque toute la monnaie est faite de monnaie scripturale. Et les États s'étant interdits de créer la monnaie et la créant de moins en moins, sont obligés de se financer auprès des banques et de prélever l'impôt. Mais si tu veux, dans l'esprit des gens, on dirait qu'en ce moment, quand un État a besoin d'argent, il faut d'abord qu'il se le procure en impôts ou en empruntant auprès des banques commerciales, pour ensuite, écoute bien le sens dans lequel ça va. C'est première opération. Et à mon avis, c'est la numérotation qui doit changer. Je prélève des impôts. 2, éventuellement, j'emprunte auprès des banques commerciales. Et 3, je distribue, je dépense des services publics, je construis des autoroutes, je rends mes services publics. Et j'essaye d'équilibrer mes comptes. Si j'y arrive pas, je suis obligé d'emprunter encore aux banques commerciales. Bon, mais ce paradigme-là, qui fait que l'État est d'abord demandeur, il n'est pas du tout le seul possible. Je t'en suggère un autre. Et tu me dis ce que tu en penses. Imagine qu'on soit le souverain et que nous instituions une puissance publique qui crée l'argent quand elle dépense. J'ai besoin de médecins dans mes hôpitaux, ce sont des fonctionnaires, et les fonctionnaires et les médecins créent de la valeur, évidemment. Hein. Et donc j'ai besoin de médecins, quand je les paye, je crée la monnaie nécessaire pour les payer. Je crée la monnaie pour l'investissement et le fonctionnement. Imagine ça. Je la crée à partir de rien. À partir de rien. Je suis... Attends. Oui, ça dévalue la monnaie, c'est inflationniste. Non, oui, bah attends, on va voir après, parce que tu vas voir que je le détruis aussi. Hein. Oui, parce que sinon tout le monde l'aurait fait. Oui. D'accord. Après, tu vas détruire la monnaie. Je suis pas sûr que tout le monde l'aurait fait, justement. Attends, justement. Parce que tu vas voir que c'est des choses qui arrivent déjà. Ce sont déjà des choses qui se passent. Déjà, l'État paye des profs, des juges, des policiers, des médecins, des infirmières. Déjà, l'État fait ça. Avec les recettes fiscales. Mais regarde dans l'ordre. Dans l'ordre, comment ça se passe. Là, pour l'instant, l'État crée la monnaie quand il paye ses services publics. Et il va l'accepter en impôt. C'est la seule monnaie qu'il va accepter en impôt. Il détruit la monnaie quand il perçoit l'impôt. D'accord, mais l'impôt ne peut pas couvrir toutes les dépenses de l'État. L'impôt à lui seul, sinon ça va être des impôts extrêmement élevés. Pardon ? Oui, on va après. J'aimerais juste dire qu'on va prendre beaucoup de temps pour échanger après avec la salle, Étienne. On va juste finir quelques instants et après on veut passer beaucoup de temps avec vous. Alors restez avec nous. Hein. Mais ça c'est un point important, Mirette. Oui. Je reprends. Imagine un État. C'est un truc super important, ça. J'en ai pas encore beaucoup parlé. Je suis content de pouvoir le voir avec toi, ça. Parce que c'est vraiment une alternative, ça. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir un État affamé, qui doit trouver de l'argent partout pour financer des choses essentielles, des médecins. Nous manquons de médecins. En France, on est en train de détruire des hôpitaux partout. Parce qu'on n'a pas assez d'argent. C'est totalement débile. Ici, le canton de Genève aussi. Alors, imaginons plutôt. Donc, je change de paradigme. C'est-à-dire, je mets dans la numérotation des séquences, j'institue une puissance publique. Je, souverain, citoyen, j'institue une puissance publique à qui je donne le pouvoir de création monétaire pour financer tous les services publics dont moi, citoyen, j'ai besoin. D'accord. Et donc, quand il a besoin de financer les services, il crée l'argent. Sans limite. Il crée autant qu'il a besoin. Dans la limite de l'intérêt général. C'est-à-dire que s'il y a des choses à faire... C'est potentiellement illimité, on est d'accord. La limite, c'est que tout le monde a du boulot. Créer autant que je veux. Quand tout le monde a du boulot, on arrête, quoi. Hein, parce que tu vas voir que le bout du bout, je reviendrai tout à l'heure, mais je vais déjà le dire, le bout du bout, c'est-à-dire l'enjeu de ça, c'est que ça rend potentiellement l'État employeur en dernier ressort. C'est que si je donne à l'État cette possibilité de créer la monnaie à chaque fois que j'ai des besoins publics, un bien commun, quoi. J'ai besoin de gens pour le bien commun. Je peux donner du boulot à tout le monde, puisqu'il y a
1000 choses à faire. Et donc, il y aurait plus besoin de prélever des impôts, du coup, parce que... j'ai besoin, alors j'ai besoin de prélever des impôts. On n'a qu'à tout créer en monnaie, alors. Non, j'ai besoin des impôts pour détruire la monnaie, pour qu'il n'y en ait pas trop. Non, mais j'ai besoin d'impôts. Mais regarde l'ordre dans lequel ça se passe. Si la puissance publique a le pouvoir de créer de l'argent à chaque fois qu'il y a des... Ça, c'est en fait, l'initiative monnaie pleine qu'on va voter en Suisse, c'est à peu près ce que tu es en train de présenter là. Ça va donner à votre banque... C'est ça, tout à fait. Mais oui, l'initiative monnaie pleine, elle va donner à votre banque publique le pouvoir de créer la monnaie. De créer pour des projets d'investissement. Mais pour tous les projets. Et à ce moment-là, parce que si tu veux, en tout cas, c'est ce qui est prévu. Si tu crées de la monnaie en la donnant à Goldman Sachs, qui n'en fait rien, ou qui va s'acheter des Porsche ou je sais pas quoi, la façon dont tu crées la monnaie va être inflationniste ou pas, suivant la personne à qui tu le donnes. Si quelqu'un est au chômage, il voudrait être médecin, et il n'est pas pour l'instant, et nous avons besoin de médecins. Tu le payes donc tu crées de la monnaie pour le rendre médecin, c'est absolument pas inflationniste. Tu as résorbé ton chômage et tu n'as pas créé d'inflation. Ce gars-là, tu lui donnes de l'argent, mais lui, il crée de la valeur en même temps. Donc ça, c'est pas tu n'as pas créé de rareté quand tu fais ça, parce que tu lui donnes de l'argent, mais lui, il crée des richesses. Parce que la quantité que tu vas créer, elle doit correspondre vraiment à la capacité de la population à créer des richesses. Si elle est supérieure, c'est inflationniste. Si elle est inférieure, ça fait baisser la monnaie. Ce qui est inflationniste, c'est donner de l'argent à des gens qui travaillent pas, comme les banques, par exemple. Mais par exemple, si tu donnes de l'argent à des médecins, des infirmiers, des gens qui construisent des transports en commun que tu as rendus gratuits parce que si tu les payes, toi, avec la création monétaire, tu n'as plus besoin de faire payer le service public, enfin, etc. Et donc, c'est plus de la dette, c'est de l'investissement. Mais il n'y a pas de dette. Il n'y a plus de dette. Un État endetté, c'est un État trahi. Alors, question, il y a aussi une autre possibilité, c'est que la dette, là, ce qu'on appelle la dette, ce soit détenue par les citoyens. Ça veut dire, moi, citoyen, j'ai toujours un portefeuille de participation dans la dette du gouvernement. Ça veut dire, moi, je prête toujours à mon gouvernement. C'est citoyen, ça devient un acte citoyen, un devoir citoyen d'investir dans la dette du gouvernement. Ça fait que je détiens, ici, ce serait des bons de la Confédération qui seraient dans les portefeuilles de tous les Suisses. Une partie de leur épargne serait obligatoirement attribuée à ça. Et en France, ce serait si c'est des francs français, voilà, des bons du Trésor français. Voilà. Ça me paraît pas du tout. Ça me paraît tout à fait normal. Parce que tout le but finalement, c'est que cette dette, elle soit pas ballottée sur les marchés des capitaux à la merci des investisseurs internationaux qui sont en partie aussi des spéculateurs qui peuvent vouloir vraiment mettre à terre une dette. Donc toi, ta proposition, elle est complètement révolutionnaire parce qu'elle va complètement modifier la comptabilité nationale. Mais on peut aussi imaginer, voilà, une dette prélevée. T'as une partie prélèvement d'impôts qui est la partie revenu et une partie dette contractée auprès de la plupart de tous les épargnants d'un pays. Il y a une bonne partie de la dette qu'il est hors de question de payer. Il faut faire un audit de la dette, mais toute la partie de la dette qui est liée aux grandes banques d'affaires, ils peuvent aller se faire voir. Ils en verront plus jamais la couleur de leur argent. Les petits. Ça veut dire qu'ils ont prêté cet argent, puis on va leur dire on fait défaut dessus. Ah ouais. Et puis alors ils vont venir saisir des. Saisir, oui, non, mais attends, on a quand même le contrôle de la police. Il va falloir qu'ils viennent avec des tanks ennemis, c'est ça? Alors il faut peut-être. Je sais pas, alors il faut faire la guerre alors. Oui, mais on est quand même un état de droit, puis on va pas dire vous êtes trop salaud, on vous repaye pas. Vous avez investi dans vous avez prêté de l'argent, mais on vous envoie balader. Mirette, ça fait des millénaires que tous les 7 ans, 40 ans, on remet les dettes à plat, on dit aux créanciers cette fois-ci là on arrête parce que sinon on vous tue quoi. Oui, mais ça se fait. C'est bientôt nous qui allons mourir. C'est des périodes de guerre, de grande guerre, souvent. Non, quand il y a des dettes qui sont effacées. Justement pour éviter c'est-à-dire qu'en fait les peuples, il y a un moment où ils sont tellement étranglés par la dette qu'ils commencent par étrangler les créanciers, comme ça il y a ils survivent. Oui, c'est un bon moyen. Moi, il faut se surendetter, puis après, il faut étrangler les créanciers. C'est super. Attends, je m'excuse, je suis un peu sarcastique, mais. Oui, mais tu peux. Quelque part, celui qui contracte la dette, moi, je suis pour l'absence de dette, en fait. Je suis contre l'idée de dette. Je trouve qu'un gouvernement qui se surendette et puis qui est indiscipliné, qui sait pas gérer ses finances, et puis à la fin, il dit, je vais faire défaut, je veux qu'on m'efface ma dette. C'est un très mauvais exemple parce que moi, au niveau individuel, je peux aussi faire ça. Puis après, je dis, moi, ça m'embête de rembourser. Voilà. J'ai utilisé tout cet argent pendant toutes ces années. Puis maintenant, j'ai pas envie. On m'efface, on me pardonne ma dette et voilà. Et sinon, je vais envoyer mes gardes du corps ou je sais pas qu'est-ce que je vais faire. Je vais tirer sur tout ce qui. Évidemment, c'est facile d'emprunter d'abord et puis de jamais rembourser. Mais il n'est pas question de ça là. Quand c'est la puissance publique, c'est une extravagance d'avoir conduit une puissance publique à emprunter. Un État digne de ce nom n'emprunte pas. Voilà. Donc ils auraient dû dépenser uniquement ce qu'ils avaient.
Ils auraient dû dépenser les revenus qu'ils avaient, les revenus fiscaux qu'ils avaient. Oui, bien sûr. Et c'est une crapulerie de ne l'avoir pas fait. C'est une crapulerie d'avoir voté les budgets en déséquilibre. On ne devrait pas pouvoir voter. Il ne faut pas coter la dette sur les marchés internationaux, quoi qu'il arrive. Là-dessus, je crois qu'on est tout à fait d'accord. Mais l'idée même de dette publique est inimaginable. Mais Mirette, souviens-toi, on en avait parlé la dernière fois. On avait bien souligné que la dette publique est un outil de domination qui a été testé dans les pays pauvres. Je me souviens, je crois qu'on avait parlé des assassins financiers, des gens de la CIA qui vont voir les responsables des pays pauvres et qui les convainquent de construire un immense barrage ou une centrale nucléaire. C'est le FMI qui a fait des programmes de restructuration. Alors, le FMI vient après pour prêter, mais d'abord il y a des gens qu'on appelle les assassins financiers qui viennent convaincre. Alors, en leur promettant des avantages et puis des intimidations. C'est ce qu'on appelle les réformes structurelles des années 80. Et alors, ce qui va venir après, si les chefs d'État ont accepté de construire des barrages, de construire des grandes infrastructures qui sont hors de prix pour le pays, accepter de s'endetter. Après ça, le FMI vient pour obtenir toutes sortes de réformes structurelles en échange de mais maintenant on parle les gouvernements occidentaux, pourquoi on revient pas à l'origine de ce surendettement? Parce que avant 2007, je veux dire, les dettes occidentales, c'était pas un sujet. Je veux dire, ils avaient 60% de dette, certains étaient encore notés AAA, etc., sur les marchés. Et maintenant, ils ont quand même opéré des sauvetages massifs de secteurs financiers privés pour en arriver là. Et c'est là que le problème s'est déclaré. Moi, je trouve que au départ. Il avait commencé avant quand même chez toi aussi, avant je crois, hein. Il s'est aggravé là, mais vous aviez déjà une dette publique avant 2008, non? Très peu. En Suisse, où la Suisse, elle a moins de 60% du PIB, même aujourd'hui. Hein. C'est pas du tout un problème. 60% du PIB de la Suisse. Oui. C'est pas rien du tout, c'est énorme. Attends, je répète, un État devrait pas être endetté. Tous les autres gouvernements, ils ont plus de 100% du PIB. D'accord, mais un excès, la Suisse, elle est exemplaire, c'est rien. Je veux dire, aujourd'hui, quand on a 60%, c'est rien du tout. C'est vraiment minuscule. C'est exemplaire parce qu'on a ici, on a le frein à l'endettement qui fait qu'on n'a jamais. La dette suisse, elle est de 16% du PIB sur 600 milliards. D'accord, oui, pardon. Alors, on va vérifier ça, mais il me semble que c'est un peu plus que 16%. Non, c'est plus que 16%. La Confédération... Non, alors il faut peut-être prendre tout. Les cantons et les communes, c'est 60%, mais ça reste, sincèrement, hein, c'est assez... c'est dans un des taux les plus bas. Et jusque-là, en fait, quand on est aussi bas par rapport au PIB, il n'y a pas vraiment de problème de dette, de surendettement, de relever les impôts à des niveaux... étouffant pour l'économie, etc. Donc voilà, je voulais juste rappeler ça. Puis dernière chose, te dire le cas de la Suisse. La Suisse, elle n'est pas entrée dans l'Union européenne et a priori, vous pouvez la voir comme le pays qui a fait tout juste, qui s'est dès le départ pas mis dans cette galère de l'Union européenne et de l'euro. Mais j'aimerais quand même rappeler, et peut-être pas tout le monde sera d'accord avec moi, mais qu'on a payé un certain prix. Par exemple, quand on avait un secret bancaire, eh bien, l'Union européenne a utilisé des armes très très hostiles, très fortes contre la Suisse pour obliger la Suisse à renoncer à son secret bancaire. Ensuite, l'Union européenne a aussi attaqué les statuts fiscaux des entreprises en Suisse pour les holdings. Aujourd'hui, nous, on a dû perdre pas mal d'avantages qu'on avait comme îlots préservés juste parce qu'on est à côté de l'Union européenne et parce qu'on exporte 65% de nos exportations vers l'Union européenne. Et donc, on a payé un certain prix. Aujourd'hui, oui, le secteur bancaire ici, si un banquier suisse veut démarcher et offrir des services financiers aux 300 millions de consommateurs de l'Union européenne, il ne peut pas. C'est protectionniste, là. Il y a une forteresse Europe. L'Union européenne est protectionniste ? Bien sûr, il y a une forteresse Europe. Je pense que tu es un peu sarcastique parce que c'est effectivement quelque chose qu'on voit tous les jours. Mais clairement, la Suisse, elle se heurte à la barrière de la forteresse Europe qui lui dit en substance, tant que vous n'êtes pas membre du club, écoutez, mes pauvres amis, vous n'avez pas accès au marché des services, à notre excellent marché de 300 millions de consommateurs, là, vous ne l'aurez pas. Mais comment vous n'avez pas accès? C'est interdit? Nous, on peut pas. Depuis la Suisse, légalement, on n'a pas le droit. Les traités nous interdisent. Je veux dire, on n'a pas le droit, nous, d'aller démarcher sur sol européen des clients. Parce qu'ils disent que c'est... Ce serait que c'est de la fraude fiscale? Oui, ce serait de la fraude et puis ce serait ça a du illégal. Ce serait vraiment illégal. Et donc, oui, et on a compris. Et puis ensuite, la Suisse s'est dit, oui, mais si on fait des concessions, si on renonce au secret bancaire, ils vont quand même nous laisser avoir accès à ce marché. Pas du tout. Aujourd'hui, il devient clair et évident que tant qu'on n'est pas vraiment dans l'Union, voilà, il y a des choses que la Suisse, elle obtiendra pas. Je dis juste ça en passant parce que la France, elle va aussi énormément dépendre économiquement du reste de l'Europe. Le jour où elle sort, eh bien,
il y a des choses, des avantages qu'elle pourra plus avoir avec l'Allemagne, avec l'Italie. Voilà. Il faut juste tenir compte de la complexité des choses et que c'est pas juste on va sortir youhou, on va devenir un îlot de prospérité avec le franc français qui va être une monnaie forte, solide, et puis le gouvernement qui va se désendetter et la France qui va éliminer tout son chômage. C'est pas si simple que ça. Ah non, pas simple du tout. On est d'accord. Pas simple du tout, ça va même être probablement très douloureux. Mais à mon avis, le gars qui va être élu avec ce programme-là, juste après être élu, la première chose qu'il a intérêt à faire, c'est un référendum pour dire est-ce que là, on va en chier pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans, 10 ans peut-être. Est-ce qu'on est bien sûr est-ce que vous êtes bien sûr que on y va, on est d'accord, de façon à avoir son peuple derrière lui, quoi. Et bien sûr qu'il a, on y va et on en sort et on va serrer la ceinture pendant un moment parce que ça va être plus dur. Parce que s'il gagne ce référendum et qu'il a son peuple derrière lui, tu vois, à mon avis, quelqu'un qui est un vrai populiste digne de ce nom, parce que pour moi, c'est pas un gros mot du tout, c'est un beau mot, populiste, hein, c'est quelqu'un qui défend les intérêts du peuple. Et un vrai populiste digne de ce nom, il prendrait pas des décisions comme un tyran, il consulterait son peuple tout le temps, et pas avec des fausses questions auxquelles on répond que par oui, mais avec les vraies questions. À chaque fois qu'il y a un engagement, pour pas décider à la place des autres, il pose la question. Surtout qu'aujourd'hui, c'est quand même assez facile de procéder à un référendum avec un vrai débat. Je suis contente que tu viennes là sur le populisme. Prenons l'exemple de l'Angleterre. Le Brexit, la sortie de l'Angleterre de l'Union européenne, super, le populisme vraiment à l'œuvre. Quel est le principal ennemi du populisme? En fait, le vrai auquel on pense pas. Qu'est-ce qu'il y a de populiste dans ce qui se passe en Angleterre? C'est pas moi qui appelle ça populiste. Tout le monde a dit voilà le parti populiste pour le Brexit. C'est populisme au sens des oligarques, là, de tous les employés de banque qui ont acheté les journaux. C'est le populisme au sens système anti-élite. Disons populisme entre guillemets alors. Voilà. Alors il y a vraiment eu une envie de partis plutôt populistes en Angleterre qui ont un peu monté en puissance et qui ont réussi la séparation. Qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Qu'est-ce que Theresa May annonce aujourd'hui? Alors, elle annonce que... Ça va être ultralibéral, j'imagine, non? Ça va continuer pire qu'avant. Elle devient ultralibéral, voilà. Alors, on a le populisme, et après, qu'est-ce qui se passe? On a le lobbyisme qui vient retoucher le populisme et le transformer. Et on a un exercice qui se transforme tout d'un coup en populisme lobbyé, ça veut dire édulcoré, édité, modifié, retouché. Et alors, Theresa May vient, elle dit, bon, finalement, on avait dit qu'on allait mettre des employés dans les conseils d'administration des entreprises. On renonce, on avait dit qu'on allait demander aux entreprises de dire combien d'employés étrangers elles recrutent, ce qui est controversé, qui est un peu controversé. On renonce à avoir des listes des étrangers que les entreprises recrutent. Donc l'Angleterre, les Anglais en premier, ça, la préférence indigène, on s'en fiche. Qu'est-ce qu'elle avait encore dit? Le plafonnement des salaires des dirigeants, on laisse tomber, ça embête trop les compagnies. Par contre, ce qu'on va faire, c'est qu'on va déréguler la finance, on va baisser les impôts des entreprises en dessous de tout, les rendre inférieurs aux 20 pays qui concurrencent l'Angleterre. Donc on va mettre les impôts, alors que nous ici on va voter sur la fiscalité des entreprises d'ailleurs. Elle va les mettre aussi bas que nous, voire plus bas. Vous avez voté sur quoi? La fiscalité des entreprises en Suisse, c'est demain, la votation, la réforme, tu sais, la RIE3, la réforme de la fiscalité des entreprises. Elle vient, elle dit, nous, on va mettre à moins de 15% l'impôt des entreprises, et elle vient, tout d'un coup, elle a échangé son programme contre un programme ultralibéral classique, tout à fait corporate. Elle a fait semblant d'être populiste pour être élue, et en fait, elle n'est pas populiste du tout, parce que le programme que tu défends, c'est ultralibéral, c'est le contraire de populiste. Exactement. Elle est passée par le filtre lobbyiste, et elle revient avec un programme qui finalement, il n'a rien à voir, parce qu'il est corporate, il est pour les grandes corporations et pour les grandes entreprises, et puis voilà. C'est comme Hollande qui dit mon ennemi c'est la finance, et puis qui ensuite donne des milliers de milliards, donc ça continue. Exactement. Quoi. Et Trump, il est arrivé, il a dit moi je veux nettoyer le marécage, je veux ci, je veux ça. Il a dérégulé Wall Street. Il est à la solde. Il est pour le secteur pétrolier, il est à leur solde. Voilà. C'est pas du populisme du tout, ça. C'est pas du populisme du tout. Au départ, c'est du crapulisme comme d'habitude, quoi. D'accord. Bon, alors au départ, on fait semblant, si tu veux, on se déguise en populiste. Après, au moment de l'élection, il y a des lobbies qui viennent et nous disent écoute, si tu veux passer la porte de la présidence, c'est le grand couloir du pouvoir, il faudra d'abord signer et promettre et t'engager à ça. Ensuite, il arrive vraiment, et au moment où il arrive vraiment à la Maison Blanche, au bureau ovale, ou bien chez Theresa May à Londres, elle arrive vraiment à Londres au pouvoir, et voilà, le programme, il a été filtré, il a été... Mais c'est pas comme ça à chaque élection depuis 200 ans? Enfin, je sais pas, depuis que le gouvernement représentatif existe, les candidats mentent. Oui, mais oui, en fait. On va parler du faux suffrage universel bientôt, j'ai l'impression. Ah oui, c'est vrai.
Voilà, non, c'est vrai. Je voulais juste dire que le populisme on oublie que derrière il y a le wagon du lobbyisme qui passe par là, et puis qu'après. Dans une constitution. C'est une bestiole. Oui, oui, une petite scarabée. J'ai peur. Moi, je suis peureuse. Mais parfois, il y a des petits clins d'œil comme ça. Elle est amoureuse. Alors, oui, on a la fonderie Kugler, là. C'est sauvage. Oui, c'est vrai. Alors, on veut discuter avec la salle, mais alors, quelques mots de conclusion, tu veux, avant qu'on ouvre les questions. Le lobbyisme serait sûrement criminalisé, comme n'importe quel crime, quoi. Bon, il en resterait sûrement un peu de tentatives d'influence de nos législateurs, mais on les pourchasserait comme des criminels et il y en aurait moins, quoi. Hein. Alors que là, ils sont institutionnalisés, ils ont pris le contrôle du Parlement européen, comme aux États-Unis. Oui, mais non, ça c'est parce que nous n'écrivons pas les constitutions. Ça c'est notre faute. Hein. C'est vraiment parce que nous démissionnons du processus constituant. Tu te souviens 5 ans. Oui, bien sûr. Tu te souviens qu'il faut qu'on écrive nous-mêmes notre constitution. Sinon, on changera rien. Si on change pas la manière de désigner les acteurs, ça va continuer, ça va empirer. Ça finira en camp de concentration. Je suis peut-être pessimiste, mais moi je vois je vois les travaux forcés qui s'aggravent, l'état social qui devient de moins en moins social, les cupides qui sont de plus en plus cupides. Et donc, mais ça dépend de nous. Oui. Ça, je vous en parlerai. Je voudrais vous en parler dessus. Il y a 2 bouquins dont je voulais vous parler avant de donner la parole aux gens. Il y a un très bon bouquin qui vient de sortir de Généreux. Généreux, c'est un gars de gauche en France qui est prof d'éco et qui a toujours été très très clair. Là, c'est la d'économie et il démonte les thèses des employés de banque qui parlent à la radio et à la télé tous les jours. C'est remarquable, c'est marrant et puissant. C'est un très bon bouquin. Merci. Et alors vraiment la trouvaille de l'année, je trouve. Oui. Ça, faut vraiment que je pense à vous en parler. C'est un prix Nobel de chimie. Alors, on s'en fout, un prix Nobel. Mais pas du tout. C'est un cerveau puissant qui, en 1926, donc il y a longtemps, a vu venir la dépression et trouvé invraisemblable, avec tous les moyens modernes qu'on avait, que tout le monde vive correctement, qu'il y a encore de la misère. Et il s'est mis à réfléchir à la monnaie, à la dette, à la richesse virtuelle. La richesse virtuelle étant ce que représente la monnaie étant tout ce que les gens ont fait sans avoir de contrepartie. Je laboure un terrain pour quelqu'un et j'ai pas de contrepartie en échange. Et ben on me donne la monnaie qui est le signe que j'ai fait quelque chose. Et ça n'a pas encore été. La monnaie c'est quand même un droit. Un droit. Voilà, c'est un droit sur les richesses produites par la société. Et ce gars-là a écrit un bouquin. Il s'appelait Frédéric Soddy, S-O-D-Y. Traduit par un Français qui m'a interpellé à la fin d'une conférence, qui m'a dit « J'ai traduit un bouquin, ça va vous intéresser ». Je commandais, putain, je dévore ce truc. Ça s'appelle Richesse virtuelle et dette. Richesse virtuelle et dette. Ce livre est incroyable. Ça n'a rien à voir avec les livres d'économie que vous avez l'habitude de lire. C'est un livre de scientifique qui pose des problèmes. Alors, il y a d'abord un exposé assez lumineux sur l'état de la science en 1926, mais c'est très, très utile pour comprendre aujourd'hui des tas de choses en sciences. Et puis ensuite, il applique ses exigences scientifiques à la compréhension de la monnaie. Et donc, il crée un formalisme, donc des dessins pour montrer les échanges de marchandises, les échanges de monnaie et voir à quel moment ça déconne. C'est très didactique alors. Et très didactique. Et à la fin, il y a une série de conclusions sur les banques et sur la folie des banques qui créent la monnaie. Et pour lui, c'est une extravagance. Et c'est dit avec des termes, vous allez voir, dont vous n'avez pas l'habitude. C'est vraiment ça. C'est rafraîchissant. C'est un livre remarquable, ça, sur contester les banques. Finalement, toute notre conversation qui a duré 2 heures, merci à tout le monde d'avoir suivi, ça converge toujours vers la gouvernance, finalement. Je veux dire, vers l'intégrité au niveau de la gouvernance, au niveau de la démocratie. Et là, quand on parlait du lobbyisme, on se rend compte que si tout travail de tout législatif doit passer par le filtre des souhaits des lobbies. Finalement, on va toujours aller vers des intérêts privatisés et on va jamais réussir à faire passer même des très bonnes idées. Les gens font campagne sur des idées et puis finalement, on va toujours être déçus. Donc le lobbyisme est un sujet que nous aussi, les médias, on doit beaucoup plus mettre en lumière. J'aimerais à ce titre dire que nous, les médias aussi, face à la montée de ce qu'on appelle les populismes, je vois que tu rejettes un peu ce mot, mais nous, on n'a pas d'autre mot pour l'appeler. C'est-à-dire ces programmes soutenus par vraiment le peuple et la base.
En tout cas, voilà, on a un peu réagi comme des Marie-Antoinette, c'est-à-dire les médias, on était là à nous effrayer de ouh, il y a des populistes. Et puis, au lieu de nous consacrer à réfléchir, par exemple, aux États-Unis, à ce qui s'est passé sous l'ère Bush et Obama, quelles politiques ont été menées, combien de personnes ont été paupérisées, quel est aujourd'hui le paysage socio-économique de ces pays, et ramener toutes ces explications à la montée en puissance de toutes ces droites aujourd'hui, extrême droite parfois dans certains pays. On est juste là à s'effrayer, à insulter ces populistes, à les ridiculiser, à les traiter justement de Hitler et de tyran et tout, et on est juste incapable vraiment de faire le travail d'expliquer comment des politiques tout à fait concrètes ont été menées depuis 20 ans, qui ont très très directement produit des effets sur les populations et créé des votes contestataires qu'on va encore voir et on fait que commencer à voir. Donc moi j'aimerais dire ça parce que j'aimerais que ma profession soit beaucoup plus autocritique, ne s'assimile pas tout le temps aux élites, à certaines élites d'ailleurs, parce que toutes les élites sont loin aujourd'hui de soutenir les mêmes politiques, et qu'elle fasse vraiment son travail de décryptage. Et pour terminer, je dirais que si on arrive à la solution que le citoyen participe vraiment à la prise de décision, eh ben on peut arriver aussi à des travers de cette prise de pouvoir du peuple, qui est que aujourd'hui, moi, citoyenne suisse, eh ben je dois étudier des brochures sur la RIE3, mais digne vraiment de fiscalistes professionnels, de compagnies d'audit. Ce qu'on donne aux citoyens à voter est compliqué à lire. Il faut s'intéresser aux intérêts notionnels, aux patent box, à des déductions de toutes sortes. Et est-ce que c'est à la portée de tous? Et donc, finalement, est-ce que j'ai pas quand même besoin d'être représentée, mais par quelqu'un en qui j'ai confiance, dont l'intégrité pour moi ne fait pas de doute? Parce que si moi je dois, en tant que citoyen, je veux dire, il y a des expats qui viennent ici, ils voient les sujets sur lesquels on vote, ils hallucinent. Ils disent, oh, il y a tout le monde qui doit devenir fiscaliste professionnel pour voter chez vous sur la RIE3. Bon ben, ça, je veux dire, tout a aussi ses limites, et la démocratie hyper participative qu'on a en Suisse nous demande de faire des efforts et de nous hisser à des niveaux d'analyse qui sont parfois aussi très très ardus. Et il se trouve que beaucoup de gens finalement démissionnent un peu ou vont suivre des figures en lesquelles ils ont confiance, parce qu'on peut pas tous participer pleinement à la prise de responsabilité non plus de manière réaliste. Voilà. Dans nos conversations, dans les ateliers constituants, on n'examine pas du tout, on n'envisage pas du tout seulement la démocratie directe. On en parle, ça fait partie des options. Il est souvent question de permettre aux citoyens de voter eux-mêmes leurs lois, mais pas toujours. Il y a des tas d'ateliers dans lesquels on sait bien que la plupart des gens n'ont pas envie de voter les lois, n'ont pas envie de faire de la politique. Et donc on voit bien qu'on a donc besoin de représentants. Simplement, ce qui va tout changer certainement, c'est de décider nous-mêmes comment nous allons désigner les acteurs, et surtout comment on va les contrôler, et comment on va garder la main par des référendums d'initiative populaire ou une participation obligatoire et impérative. Impérative en ce sens que les décisions que nous aurions prises seront prioritaires sur toutes les institutions législatives ou gouvernementales. C'est vraiment à nous d'instituer les représentants qui vont avoir notre confiance. Et le tirage au sort est une des parties de la réflexion, mais pas seulement, parce qu'on pourrait imaginer l'élection à condition qu'elle ne soit pas parmi des candidats. À mon avis, ce qui est ultra polluant depuis 200 ans dans le gouvernement représentatif et qui a donné le capitalisme, c'est que la procédure de désignation des acteurs qui a été choisie par les fondateurs de nos régimes, qu'ils ont appelé fallacieusement, fautivement, le suffrage universel. Cette procédure consiste à désigner des maîtres, des gens qui vont tout décider à la place des électeurs, parmi des gens qu'on n'a pas choisis, qui sont choisis par les plus riches et qu'on peut aider. Donc vraiment, qui permet aux riches d'emporter la décision et sans contrôle. Ensuite, pendant l'exercice de leur mandat, sans reddition des comptes, cette procédure-là, elle, à mon avis, elle produit le capitalisme. Elle produit la domination des plus riches parce que, avant, les riches avaient de l'influence, avaient du pouvoir, ils avaient du lobbying sur la monarchie absolue, mais ils n'avaient pas ce droit d'écrire les lois qui existent depuis 200 ans dans les pattes des grands marchands. Et quand les marchands une fois qu'ils se sont emparés du pouvoir législatif, et donc avec le contrôle de la police, de l'armée, des prisons, enfin de tout l'attirail d'intimidation de l'État, ben, ils ont mis en place toutes les règles de droit du capitalisme. Parce que avant d'être de l'économie, c'est du droit. Le droit de créer des personnes morales
qui ont un capital par action, avec la possibilité de livrer des dividendes, et qui peuvent s'acheter les unes les autres, donc avec une possibilité de concentrer le capital. C'est toujours le droit qui a créé les richesses. Sans qu'il y ait aucune limite. Le fait que le salarié soit subordonné à celui qui détient le capital, tout ça c'est du droit. Et ça date du XVIIIe siècle, ça date et du XIXe, puisque c'était à la fin du XVIIIe. Des États-nations. Et donc, si on change cette procédure, si vous voulez, la courroie de transmission entre la richesse économique et la richesse politique, la puissance politique, c'est le faux suffrage universel qui permet aux riches d'acheter le pouvoir politique. En achetant les journaux, les riches, et puis en finançant les campagnes électorales, les riches mettent au pouvoir leurs serviteurs, leurs débiteurs, donc leurs serviteurs, et en changeant ça, on changera tout. Donc il faut qu'on s'entraîne à écrire nous-mêmes la Constitution.